Bon, alors maintenant, on passe au dernier paragraphe, repère de l'espace. Donc d'abord, les coordonnées. Alors, hier, non, tout à l'heure, plutôt dans la vidéo précédente, hein, on a vu que avec trois vecteurs non coplanaires de l'espace, eh bien, on pouvait décomposer tous les vecteurs de l'espace. Voilà, ces trois vecteurs de l'espace non coplanaires forment une base de l'espace. Et donc si on prend un point O et trois vecteurs non coplanaires de l'espace, ça forme ce qu'on appelle un repère de l'espace. Et donc d'après le théorème 12, donc celui qu'on a vu dans le paragraphe précédent, tous les vecteurs de l'espace peuvent se décomposer en fonction de i, j et k, sous cette forme-là. Vecteur u égale x fois i plus y fois j plus z fois k. D'accord? Ça, c'est le théorème 12 qui nous le dit. Ce qu'on rajoute ici dans cette définition, c'est le fait que cette décomposition est unique et qu'on appelle x, y, z les coordonnées du vecteur u dans le repère OIJK. D'accord? Donc un repère avec trois vecteurs, alors que dans le plan, on n'a besoin que de deux vecteurs. Ok, dimension 3. X s'appelle toujours l'abscisse, Y toujours l'ordonnée, Z s'appelle la cote. La cote, dans les nouveaux programmes, on dit l'altitude. Bon, c'est plus visuel, ok, mais en fait c'est la cote ou l'altitude, on peut dire les deux. Alors, il y a une erreur sur ce polycopier, c'est que là, c'est pas trois vecteurs non collinéaires de l'espace, mais c'est non coplanaires de l'espace. Ok, donc vous corrigez. Si vous avez imprimé, vous corrigez sur votre poly. Sinon, il faudra penser à le faire plus tard. Voilà. Ensuite, au niveau du vocabulaire, c'est la même chose que dans le plan. Le repère est dit orthonormé si les trois vecteurs ont la même longueur et si de plus, ils sont 2 à 2 orthogonaux. D'accord? Alors en fait, on va travailler toujours dans un repère orthonormé dans l'espace. Donc ce sera toujours le cas. Voilà. Ensuite, les coordonnées d'un point. Donc là, on a défini les coordonnées des vecteurs, hein, mais les coordonnées d'un point, c'est la même chose. Pour tout point M de l'espace, les coordonnées du point M, ce sont les coordonnées du vecteur OM, qui relie l'origine au point M. Donc ça, c'est la même chose que dans le plan. Voilà. Alors au niveau de la représentation, souvent on représente les choses comme ça. Donc on a notre point O ici, on a nos axes, alors un axe horizontal, un axe un peu oblique ici. Donc on a l'habitude de mettre plutôt X, l'axe des X comme ça, l'axe des Y, et ensuite l'axe des Z ici, vertical. Donc ça correspond à l'altitude. On a un angle droit entre alors c'est pas facile, mais on a un angle droit ici, ok, dessiné en perspective un angle droit, et là aussi on a un angle droit. Donc il y a trois angles droits en fait, hein, les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Ok, donc là les vecteurs d'unité c'est J, là ici c'est I, ils ont la même longueur, et là c'est K. Voilà, c'est comme ça qu'on représente en général un repère de l'espace. Alors I, J, K, donc dans cet ordre-là, hein, le vecteur I vient vers nous, J comme ça vers la droite, et K vers le haut. C'est un repère orthonormé direct. Alors la notion de direct et indirect, l'orientation, c'est pas au programme en terminale en maths, peut-être en physique qu'on vous en parle, mais en tout cas, on a l'habitude de travailler dans des repères directs, donc on représente dans cet ordre-là les vecteurs. Alors dans la remarque, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, les propriétés usuelles sur les coordonnées dans le plan se généralisent dans l'espace. Donc une somme de vecteurs, le vecteur u plus v, ses coordonnées, c'est la somme des coordonnées des vecteurs. Donc, ça marche avec la somme. Produit d'un vecteur par un réel, pareil, si je multiplie un vecteur par un réel k, ses coordonnées x, y, z sont multipliées par k. Et troisième chose, deux vecteurs sont égaux, si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Voilà. Donc ça, c'est des choses assez évidentes. Ensuite, eh bien, dans ce théorème 14, j'ai remis en fait les trois formules de géométrie analytique que vous avez vues en seconde. Voilà, et bien ces trois formules, elles sont valables dans l'espace, hein, on l'admet, mais avec la troisième coordonnée en plus. Donc ce sont exactement les mêmes formules, hein. Le vecteur AB, c'est xb moins xa, yb moins yk, mais là, comme on est dans l'espace, on rajoute zb moins za. On écrit en colonne d'habitude les coordonnées du vecteur, là c'est juste pour une question de place sur la feuille que c'est pas écrit en colonne. Le milieu du segment AB, bon bah c'est xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2, et sa cote, on la calcule avec la même formule, ZA plus ZB sur 2. C'est pas étonnant. Et la longueur, calcul de longueur dans l'espace, pareil, on a la même formule avec la grande racine carrée, sauf que, eh bien,
dans l'espace, on rajoute sous la racine plus ZB moins ZA au carré pour tenir compte de la troisième coordonnée. D'accord? Voilà, donc là dans les exercices que j'ai, dans les numéros que j'ai marqués dans WIMS, vous avez quelques exercices d'application qui utilisent ces formules, sans vraiment de difficulté. Ce qui est vraiment nouveau, c'est le paragraphe suivant, la représentation paramétrique d'une droite. En effet, dans le plan, vous avez étudié l'année dernière en première les équations de droite qui permettent de représenter les droites avec une équation. Donc de la forme AX plus BY plus C égale 0, équation cartésienne d'une droite. Dans l'espace, c'est beaucoup plus compliqué de représenter une droite. En fait, on n'aura pas une équation, mais on aura un système d'équations. Okay, système d'équations paramétriques. Alors, on va expliquer un petit peu d'où ça vient, en fait, cette histoire. En fait, une droite, elle est définie par un point. Donc, mettons un point A, ici A de coordonnées x0, y0, z0, et un vecteur directeur U qui a des coordonnées aussi alpha, bêta, gamma. À partir de là, donc la droite, elle est comme ça, hein, on a notre point A, hop, le vecteur U, quelque part, là, qui est directeur de la droite, et n'importe quel point M, là, M de la droite. Bon, le point M, il appartient à la droite si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires, c'est-à-dire si et seulement si il existe. Alors, attendez, je vais changer, je vais dire T, parce que dans le théorème, je l'ai appelé T, le réel. Donc, M appartient à la droite D si seulement s'il existe un réel T, tel que le vecteur AM égale T fois U. D'accord? Si on exprime cette égalité avec les coordonnées, eh bien, les coordonnées du vecteur AM, c'est x moins xa, donc x moins x0, l'abscisse y moins y0, et z moins z0, et tout ça égale les coordonnées du vecteur t fois u, donc t fois alpha, t fois bêta, et t fois gamma. Ok? Et si j'exprime maintenant x, y, z en fonction du reste, j'obtiens x égale x0 plus t alpha, y égale y0 plus t alpha bêta, pardon, et z égale z0 plus t gamma. Voilà. Donc en fait, vous avez ici un système de trois équations qui caractérise le fait que le point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D. Dans ce système, il y a un paramètre, c'est T qui est le paramètre. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle un système d'équations paramétriques, représentation paramétrique d'une droite. T est un paramètre et T peut prendre n'importe quelle valeur réelle. En fait, ce système, il fait une bijection entre l'ensemble des nombres réels, donc l'ensemble des nombres T, et l'ensemble des points de la droite. Un nombre réel correspond à un unique point de la droite. Et réciproquement, à n'importe quel point de la droite correspond à un unique nombre réel. Ça, c'est important à comprendre. Ça explique le fait que l'ensemble des nombres réels, en fait, on le représente toujours sur une droite. Droite graduée représente l'ensemble des nombres réels. Et bien, en fait, n'importe quelle droite de l'espace peut être mise aussi en bijection avec l'ensemble des nombres réels grâce à un système de représentation paramétrique. Voilà. Alors, il faut bien reconnaître là-dedans, ici, vous avez les coordonnées de M. Là, x0, y0, z0, donc ce qui n'est pas multiplié par t, ça donne les coordonnées d'un point de la droite qu'on connaît, ici le point A. Et les coefficients qui multiplient le nombre t, alpha, bêta, gamma, ça me donne les coordonnées du vecteur directeur de la droite, d'un vecteur directeur de la droite. D'accord? Alors, remarque, bien sûr, cette représentation n'est pas unique, parce que pour trouver une représentation paramétrique d'une droite, il faut avoir un point de la droite, mais des points de la droite, il y en a une infinité, évidemment, et il faut avoir un vecteur directeur, alpha, bêta, gamma, de la droite. Et des vecteurs directeurs, il y en a aussi une infinité. D'accord? Donc on peut avoir une infinité de représentations paramétriques différentes pour la même droite. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite avec un petit exercice d'application. Donc on a A et B, deux points de l'espace. Vous aurez pas mal d'exercices là-dessus, ça tombe souvent au bac, comme c'est vraiment dans ce chapitre-là, en fait, une des rares choses qui sont vraiment nouvelles. Donc A et B, deux points de l'espace, on veut trouver la représentation paramétrique de la droite AB. Bon. Alors ça c'est facile, puisque pour avoir la représentation paramétrique d'une droite, il faut avoir un point et un vecteur directeur. Bon, ben, on a le point A,
par exemple. Et un vecteur directeur, ça va être le vecteur AB. Et vous pouvez prendre BA si vous voulez, et comme point, vous pouvez prendre B. Vous allez trouver une autre solution qui sera juste aussi. Okay. Alors, le vecteur AB, quelles sont ses coordonnées? 2, moins 2, donc 4. 3, moins 1, 2. Et puis 1, moins 0, 1. Voilà le vecteur AB. Donc ça, c'est alpha, bêta, gamma. Et le A, on va prendre A pour point de départ. Donc ça sera x0, y0, z0. Ok. Donc un point M quelconque appartient à D. D, c'est la droite AB. Si et seulement si, son système, c'est quoi? X égale, donc coordonnées de A, on va mettre en colonne, tiens, parce que comme ça c'est plus facile. X, Y, Z égale. On met les coordonnées de A, moins 2, 1, 0, plus T fois les coordonnées du vecteur directeur. Donc plus 4T, plus 2T, plus 1T, c'est-à-dire plus T, avec T appartient à R. Voilà, donc ça c'est une représentation paramétrique de la droite AB. Ensuite, comment savoir avec ce système si un point appartient à la droite AB? Et bien pour ça, on cherche s'il existe une valeur du paramètre T telle que x, y, z soit égale aux coordonnées de C. D'accord? Donc on résout en fait un système un peu particulier, puisque ce système, il a une seule inconnue, mais trois équations. Donc on doit avoir moins 3 égale moins 2 plus 4t. On doit avoir 6 égale 1 plus 2t. Et on doit avoir moins 5 égale t. D'accord? Dans la première colonne, j'ai mis les coordonnées de C, parce qu'on veut chercher pour voir si C appartient à la droite. Donc on résout ce système, et en fait, comme il n'y a qu'une inconnue, eh bien, on va trouver ici t égale moins 5. Et ensuite, soit on trouve 3 fois la même valeur de t, et dans ce cas-là, ça marche, soit on ne trouve pas 3 fois la même valeur de t, et dans ce cas-là, le système est impossible. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On peut le faire de tête, hein. On a 6 moins 1, 5, donc 2t égale 5, donc t égale 5 demi. Ouais, déjà, on voit que ça n'a pas marché. Hein. Okay. On peut quand même terminer. Là, on aura moins 3 plus 2, donc ça fera moins 1, et on divise par 4, donc t égale 1 quart. Donc t ne peut pas prendre 3 valeurs différentes en même temps, donc c'est un système impossible. D'accord? Donc, on peut dire que le point C n'appartient pas à la droite AB. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et dans la question 3, c'est la même chose. Est-ce que le point D appartient à la droite AB? Ben, on fait la même chose. Donc, les coordonnées de D. 2 doit être égal à moins 2 plus 4t. 3 doit être égal à 1 plus 2t. 1 doit être égal à t. Voilà, c'est un système. Donc, on résout. La dernière équation nous donne directement t égale 1. Ici, 3 moins 1, ça fait 2, donc on arrive à t égale 1 aussi. Et là, 2 moins 2 égale 4, il faut diviser par 4, donc t égale 1. Là, le système est possible, donc D appartient à la droite AB. Et en fait, c'est le point de la droite AB qui correspond à la valeur t égale 1. Voilà. Dernière chose, question 4. On nous demande de déterminer le point d'intersection de la droite AB et du plan x ou y d'équation z égale 0. Alors le plan x ou y, hein, c'est le plan de base en fait dans le repère. Hein. Plan qui est souvent représenté donc horizontal, le plan horizontal. Donc M appartient au plan x ou y si et seulement si sa cote est égale à 0. C'est pour ça qu'on parle de plan d'équation z égale 0. On reparlera d'équation de plan plus tard. Bien. Donc, comment savoir si, comment connaître le point d'intersection de la droite et du plan? Bah, en fait, il suffit de chercher les solutions du système x égale moins 2 plus 4t, 4t, ok, y égale 1 plus 2t, et z égale t. Alors les trois équations ici, parce que le point M qu'on cherche, l'intersection doit appartenir à la droite AB, et on rajoute une quatrième équation, celle du plan, puisque le point M qu'on cherche doit appartenir à la fois à la droite AB et au plan z égale 0. Parce qu'on cherche le point d'intersection, c'est les points communs. Donc, quand on cherche une intersection dans l'espace, ça revient à résoudre un système avec donc là l'équation de la droite paramétrique et l'équation du plan. Voilà. Donc, il faut résoudre ça.
Les deux dernières équations nous donnent évidemment t égale 0. T égale 0, donc alors là il y a 4 inconnus en fait, hein. Il y a t, x, y et z. T égale 0, donc z égale 0 aussi. Ensuite si on remplace ici, ça nous fait y égale 1. Et si on remplace ici t par 0, ça nous fait x égale moins 2. Voilà. Donc, le point d'intersection de la droite AB et du plan XOZ, okay, l'intersection, c'est le point, alors mettons I, oui, on peut l'appeler I, de coordonnées moins 2, 1, 0. C'est les nombres qu'on a trouvés là, x égale moins 2, y égale 1, z égale 0. Donc avec cette méthode, on trouve carrément les coordonnées du point d'intersection. Donc c'est très pratique. Et la valeur de t, par contre, c'est la valeur du paramètre qui permet de trouver le point sur cette droite. Donc ici, ça correspond au point A. Voilà. Donc cet exercice de cours, là, c'est une méthode. Hein, il y a 3 méthodes dedans qu'il faut bien retenir. Trouver l'équation paramétrique d'une droite, vérifier qu'un point appartient ou pas à une droite, et ensuite trouver l'intersection de la droite et d'un plan. Vous allez retrouver ça en exercice. Alors pour terminer, j'ai mis dans le cours un dernier paragraphe qui n'est pas au programme, mais qui est dans votre livre, dans plusieurs exercices, et qui peut être l'objet d'un exercice, mais c'est pas à retenir. C'est la représentation paramétrique d'un plan. Okay. On a vu un théorème précédent qui nous disait qu'un plan, il était entièrement déterminé par la donnée d'un point et de 2 vecteurs non collinéaires. Okay. Il faut 2 vecteurs non collinéaires pour définir un plan. Donc ça, on exploite cette idée. Dans ce cadre-là, donc un point M appartient au plan, si et seulement si, il peut s'écrire sous la forme AM égale T fois U plus T' fois V. Le vecteur M se décompose en fonction de U et V. Et donc, ça nous permet, en écrivant cette égalité avec les coordonnées, exactement comme on a fait pour les droites, d'arriver à ça. Donc, une représentation paramétrique d'un plan a 2 paramètres, cette fois-ci, T et T', le coefficient de U et le coefficient de V. Et donc on arrive à un système de ce type-là, x égale xa plus at plus alpha t', y égale yk plus bt plus bêta t', z égale za plus ct plus gamma t'. Donc retenez au moins que pour un plan, il faut 2 vecteurs directeurs, donc on aura 2 paramètres dans la représentation paramétrique. Et dans les exercices que j'ai sélectionnés, il y en a les derniers, 2 ou 3, qui utilisent la représentation paramétrique d'un plan. Donc vous verrez dans les exercices. Voilà, c'est tout pour du coup ce chapitre.